Donc voilà, ici nous avons toute la grande faune. Alors j'ai remis la grande faune, hein, pas la petite faune, donc pas de marmotte, pas de castor, même si eux aussi ont vécu dans les Vosges et ont été réintroduits. Donc ici, je vais commencer, donc il y a d'abord le bouquetin, donc je vous en parlerai un peu plus tout à l'heure. Ensuite, on a le chamois et le cerf-élaphe, donc je vais commencer par lui. Donc le cerf-élaphe, il est assez commun à nos forêts, et pourtant il a failli disparaître. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'après la Révolution française, on n'aura plus qu'une vingtaine de cerfs pour tout le massif vosgien. Donc en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le cerf, c'est un animal qui est à la base vénéré à l'époque celtique. Ses bois forment une couronne naturelle. Et en fait, au Moyen-Âge, ce sont les seigneurs francs notamment, qui vont privilégier ce gibier pour le sang bleu. Si bien qu'à partir de la Révolution, tous ces droits vont être abolis, la police des forêts sera moins présente, et du coup le cerf va subir une pression de chasse importante, si bien que du côté alsacien, il va entièrement disparaître, et côté lorrain, on aura une vingtaine qui vont se regrouper en fait sur le massif du Donon, ainsi que dans la forêt de la Plaine. Ensuite, on a le chevreuil. Donc le chevreuil, lui aussi, a une pression de la chasse assez importante, si bien qu'après la Révolution, lui aussi, on n'en compte plus qu'une centaine pour tout le massif vosgien. Ensuite, on a le roc, qu'on appelle aussi le russe, donc pareil, je reviendrai plus tard là-dessus. Ensuite, on a le lynx boréal. Donc le lynx boréal, il disparaît vers le XVIIe siècle, donc victime de la chasse, notamment pour sa fourrure, qui est assez jolie. Aussi pour la fragmentation de son territoire, hein, les forêts disparaissent, surtout avec le Moyen-Âge. Donc il a été réintroduit en 1983. Malheureusement, toutes les espèces qui ont été introduites ont disparu, victimes du braconnage notamment, mais aussi des collisions de la route. Si bien qu'aujourd'hui, on n'a plus que deux lynx dans le massif vosgien. Donc c'est le lynx Arcos, qui vient du Palatinat, et le lynx Bingo, qui vient du Jura. Ensuite, à côté, on a l'ours brun. Alors pareil, je reviendrai aussi là-dessus plus tard. Ensuite, on a le daim. Alors le daim, c'est pas une espèce qui est origine des Vosges. C'est une espèce originaire d'Asie mineure, ainsi que du sud-est de l'Europe. Il a été introduit un peu partout en Europe par les Romains, parce qu'il y avait déjà un goût de l'esthétisme à l'époque. On en introduisait dans les villas gallo-romaines et dans les forêts. C'est ensuite les seigneurs au Moyen-Âge qui vont en faire un gibier de chasse. Donc le daim, tout comme le cerf et le chevreuil, va subir une chasse importante, et si bien que lui, il va entièrement disparaître du massif vosgien. Donc aujourd'hui, côté lorrain, on va en trouver dans les forêts du Nord, en Moselle, et en Alsace, il a été réintroduit dans des forêts près de Colmar. Ensuite, on a le loup, donc le loup gris, c'est un animal qui était assez présent dans le massif vosgien. Donc lui aussi a subi des pressions de chasse assez importantes, notamment à cause de la religion. Alors, je reviendrai un peu plus tard là-dessus, sur comment les animaux ont disparu. Mais le loup gris, voilà, donc, il va subir une chasse importante, si bien qu'il va disparaître environ en 1919. Et ensuite, il va revenir naturellement en 2011, donc c'est un retour naturel, c'est pas une introduction, via les apes italiennes. Ensuite, on a l'élan, donc lui aussi, j'en parlerai plus tard. Après, on a le tarpan, donc c'est un petit cheval sauvage. Donc en fait, le tarpan, selon certains auteurs, c'est un animal qui est assez farouche. On dit de lui qu'il est encore plus farouche que le cerf-élaphe. Et il va subir la chasse, une pression de la chasse. Et il va être aussi capturé, parce qu'on dit de lui que c'est un cheval qui est plus fort que le cheval domestique, qui se contente d'une nourriture moins riche et de peu, et qui survit mieux au climat aride de l'hiver vosgien. Donc on dit que c'est un cheval qui profite des prairies d'altitude dans les Vosges, mais qui se réfugie aussi beaucoup dans les forêts à brouter les mousses et les lichens sur les rochers en hiver. Ensuite, nous avons le renne. Alors le renne, c'est un animal qui est très ancien, puisqu'il apparaît bien avant les mammouths. Et on a longtemps cru qu'en fait le renne était parti en même temps que les mammouths à la fin des glaciations. En fait, on a su par les textes que des rennes avaient survécu dans les solitudes de la Germanie ainsi qu'en Gaule. D'ailleurs, Jules César le mentionne comme étant encore présent dans les Vosges lors de ses conquêtes. A priori, il disparaîtrait vers la période du règne de l'empereur Auguste, donc environ -63 avant Jésus-Christ à 14 après Jésus-Christ. Ensuite, on a le bison d'Europe. Alors pareil, comme le roc, je reviendrai un peu plus tard dessus.
Et après, pour terminer, on a le sanglier. Donc pareil, le sanglier, c'est un animal qui est très commun dans les Vosges, c'est même d'ailleurs un petit peu en surnom. Et pourtant, ce ne fut pas toujours le cas, puisque d'après certains témoignages, il y avait des hardes de sangliers qui étaient en fait très nomades. C'était que de passage dans les Vosges. Souvent, on dit qu'il y avait d'ailleurs du Jura et de la forêt noire. Alors, j'ai recueilli d'après un témoignage de Charles Gérard, qui parle en fait d'une personne anonyme, qui lui a dit les sangliers sont assez rares dans les Vosges, mais quand ils se rassemblent, ils forment de très grandes hardes. Et généralement, quand c'est le cas, c'est qu'une guerre va se préparer. Et effectivement, il lui dit ça, il dit j'ai vu beaucoup de sangliers se rassembler en 1800, juste avant la guerre de Crimée. Et là, il dit aujourd'hui, il y a des sangliers qui se rassemblent dans nos forêts, on est en 1868, donc il dit il y a un truc qui se prépare, et effectivement, la guerre de 70 suit son cours. Donc voilà, entre source et réalité et scepticisme, pardon. En fait, j'ai beaucoup vu, même dans le caractère professionnel, que beaucoup de gens disaient bah, tiens, des bouquetins dans les Vosges, c'est incroyable, on sait même que c'est un animal super alpin, donc, qui a rien à faire dans les petites montagnes vosgiennes. Et pourtant, plusieurs auteurs en parlent, donc, dont le premier d'ailleurs, le poète évêque Venance Fortuna, qui en fait va suivre des seigneurs francs lors des chasses dans le massif vosgien, au royaume franc d'Austrasie. Et en fait, il va faire des poèmes et beaucoup de textes de tous les animaux qu'il va voir dans ces chasses. Donc c'est intéressant parce qu'il parle vraiment de l'urus, le roc, du bison, du bouquetin, du chamois. Donc c'est un peu grâce à lui en fait qu'on sait que tous ces animaux ont vraiment existé. Ensuite, on a trois auteurs plus récents du XIXe siècle. On a d'abord Charles Gérard, qui d'ailleurs était membre de la Société historique sur le Colmar, donc c'est lui qui va notamment beaucoup parler du bouquetin dans les Vosges. Ensuite, le professeur Gustave-Marie Bleicher, je dis Bleicher parce qu'en fait c'était un Alsacien à la base, même s'il a vécu beaucoup en Lorraine à cause de la guerre de 70. Et ensuite, après, nous avons Georges Fayeux, puisqu'en fait, on a beaucoup de documents sur la faune disparue du côté alsacien, mais très peu du côté lorrain. Donc lui, il va s'intéresser vraiment à la baie de la Haute-Meurthe, donc tout ce qui est Saint-Gier jusqu'au Valtin. Donc l'homme et l'animal. Alors pourquoi tous ces animaux ont disparu? Tout simplement parce que l'homme prend beaucoup de place, il occupe le territoire, déjà à cause de la culture. On voit aussi Saint-Gier, là, l'urbanisation, donc c'est depuis la Roche des Fées. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que Saint-Gier n'a pas toujours été aussi grande, c'était une petite ville à la base. Il y a aussi la pression religieuse. Par exemple, j'en ai un peu parlé tout à l'heure avec le loup. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que la religion chrétienne, quand elle va s'installer, elle va bien sûr détruire les temples païens, elle va en récupérer, elle va couper les arbres sacrés, et les animaux, des animaux divinisés par les païens, c'est difficile de les tuer. Malheureusement, à cette époque, les hommes n'avaient pas encore ce triste privilège de détruire la faune sauvage. Donc du coup, au lieu de faire un dieu, ils en ont fait des démons. C'est comme ça que l'ours brun, qui était le roi des forêts, a été remplacé par le lion, qui était un animal lointain, donc ça ne posait pas de problème pour le bétail. Et puis le loup, bien sûr, qui va être victime de religion et de croyances qui va l'amener à la mort. Et bien sûr, nous avons la question de la chasse. Alors, la chasse, le piégeage, ce qui va surtout faire un coup de grâce à la faune sauvage, en fait, c'est surtout l'arrivée des armes à feu. C'est ce qui va vraiment détruire beaucoup d'animaux. Alors du coup, je vais maintenant vous présenter quelques espèces, que je vous dis tout à l'heure que je vous présenterai plus tard. Donc voici, je commence par le bouquetin. Donc le bouquetin des Alpes. Alors, d'après certains scientifiques, le bouquetin, en fait, est d'origine d'Asie. Et pendant les périodes de glaciation, il est venu coloniser toutes les montagnes d'Europe, y compris tout le massif montagneux de France, les Vosges, le Jura, les Pyrénées et les Alpes. Et en fait, on a plusieurs témoignages qui parlent de bouquetins dans les Vosges. Alors malheureusement, on n'en a pas beaucoup. Et Charles Gérard d'ailleurs dit que c'est dommage qu'on ait peu de textes. Mais il se base surtout sur des cornes. Puisqu'en fait, il y a un chasseur qui va tuer un bouquetin dans cet endroit. Donc ici, on a l'Alsace. Ici, on a la frontière alsacienne. Donc, je ne sais pas si vous connaissent, c'est la réserve de Tannégan-du-Fin et la réserve du Franc-Comté-Missin-Bleu. Donc c'est ici qu'aurait été abattu le dernier bouquetin des Vosges. Et ces cornes ont été confiées à la mairie de Münster. D'ailleurs, il paraît que toute une procession en fait, à la manière des Celtes, comme ils le disent, pour en fait sanctifier le dernier bouquetin des Vosges.
Donc ces cornes ont été accrochées à l'hôtel de ville, et après la mairie a décidé en 1868 de confier ces cornes au Muséum d'histoire naturelle de Colmar. Malheureusement, j'ai demandé à voir ces cornes, ils m'ont répondu qu'ils n'arrivent plus à remettre la main dessus, malheureusement, ça a été perdu. Donc du coup, le bouquetin avait tout. Certains ils disent que le bouquetin n'a pas pu exister dans les Vosges. Alors moi je pense que si. Déjà, c'est étrange qu'il y ait beaucoup de textes qui en parlent. Et surtout, il y a le biotope qui est présent. Par exemple, ici on a les falaises. C'est un animal aussi qui aime beaucoup les prix d'altitude, donc elles sont présentes. Il aime aussi les forêts se réfugier en hiver, elles sont aussi également présentes. Et surtout, dans les Alpes, par exemple, on va trouver la faune et la flore à 1800 mètres d'altitude, alors que dans les Vosges, on va la trouver à 1300. Donc voilà, tous s'accordent à dire que le bouquetin est mort en 1798, mais un autre auteur, l'abbé Georges Flagueux, dit que non, c'est pas le dernier. Il dit qu'effectivement, il y avait bien un bouquin qui a été tué là, mais il dit qu'il y en a un autre qui a été abattu en 1810 au Honeck. Alors après, est-ce que c'est vrai? Je sais pas, c'est la seule source que j'ai lue. Alors le bouquetin, oui, j'oubliais, en fait, il a été abattu aussi à cause de superstition. En fait, on récupérait ses cornes, on en faisait de la poudre, et ça servait à lutter contre les problèmes ça avait des vertus aphrodisiaques. Alors pour info, dans les cornes de bouquetin, elles sont faites en kératine. La kératine, c'est la même matière que les ongles. Donc nos ancêtres auraient mieux fait de se ronger les ongles plutôt que de tuer ce magnifique animal. Ensuite, nous avons le chamois. Alors si je l'ai mis, c'est parce qu'en fait, c'est avec lui que tout a commencé. Alors à l'époque, j'étais en stage avec l'ONF, et il y avait des problèmes de pression du chamois sur la végétation. Il mange les bourgeons et la forêt n'arrive plus à se développer. Et du coup, le garde avait dit le chamois nous embête, en plus il est même pas autochtone. Enfin, je me dis c'est un peu étrange, pourquoi le chamois serait pas autochtone des Vosges? Alors du coup, j'ai fait des recherches, et effectivement, si, il y a des fossiles de chamois qui ont été retrouvés dans des gisements en Alsace. Donc la preuve que le chamois était bien présent. D'ailleurs, il a même laissé sa toponymie sur certains lieux. Mais malheureusement, on n'en sait pas plus, on ne sait pas quand il disparaît, et comment, et pourquoi. J'ai ma petite idée, on a tout à l'heure le bouquetin. Le chamois a lui aussi des cornes, lui aussi en kératine, donc on peut supposer qu'il a subi le même sort. Ensuite, on a l'ours brun. Alors l'ours brun, c'est un animal qui est très fréquent dans les Vosges. D'ailleurs, on trouve beaucoup de toponymes qui parlent de lui. Par exemple, si on va vers le Honeck, on a un lieu-dit qui s'appelle le Bärenbach, donc le ruisseau des ours. Donc la preuve que l'ours était bien présent. Donc à savoir quand et comment a disparu, ça c'est un peu une autre affaire, parce que autant certains animaux on n'a pas d'archives, autant lui on a plein. Et j'ai trouvé 3 personnes qui disent avoir battu le dernier ours des Vosges. Donc ici, on a un certain paysan de Münster qui va tuer à Münster un dernier ours des Vosges en 1760. Mais j'ai trouvé aussi un autre paysan qui, près de Bar, va tuer lui aussi le dernier ours des Vosges en 1770. Et d'ailleurs, selon la légende, le château d'Andelot, à Bar, aurait été construit à l'endroit où une ours grattait la terre pour nourrir ses petits. Ensuite, j'ai encore un autre témoignage d'une personne anonyme qui disait que son grand-père, né en 1772, avait participé à la dernière battue de l'ours et qui serait retranché dans le ballon de Saint-Antoine, dans les Vosges franc-comtoises, en 1780. Donc voilà. Donc, finalement, quand est mort le dernier ours des Vosges, je pense que c'est un restreint mystère, parce que tout le monde a voulu tirer la palme d'or, c'est moi qui tue le dernier ours des Vosges. Donc une chose est sûre, c'est que l'ours brun des Vosges s'éteint vers la fin du XVIIIe siècle. Alors j'ai recueilli aussi un témoignage important d'un agent des eaux et forêts qui, c'est pas dans les Vosges, c'est dans le Jura, mais on lui ordonne d'abattre les derniers ours du Jura, et il dit qu'il ne comprend pas pourquoi, parce que c'est un animal qui est assez pacifiste, qui n'attaque pas l'homme, à part quand il est enragé, et que surtout il occasionne beaucoup moins de dégâts que le loup. Donc il ne comprend pas pourquoi on veut l'exterminer. Il dit que c'est un beau patrimoine naturel qui disparaît. Ensuite, on a l'auroch et le bison d'Europe. Alors pourquoi je les ai mis ensemble? Tout simplement parce qu'il y a beaucoup d'auteurs qui font peu de différence entre les deux animaux. Heureusement, certains vont faire des descriptions beaucoup plus détaillées, et c'est là qu'on va se rendre compte que finalement, c'est bien 2 espèces différentes. Donc voici l'auroch à gauche, qu'on appelle également Urus. Alors malheureusement, cet animal ne disparaît pas que dans les Vosges, mais dans le monde entier. Il est complètement éteint depuis 1623 en Pologne, si je ne me trompe pas.
Et donc il va disparaître à partir du XIIe siècle dans les Vosges. Donc on a beaucoup de légendes qui racontent Charlemagne qui va qui va chasser le roc dans les Vosges. Donc ce ne sont pas que de légendes, hein, c'est une réalité. D'ailleurs, il paraît que Charlemagne a offert une corne de roc à la commune de Cornimont. Malheureusement, la corne qui était conservée jusqu'à la Seconde Guerre mondiale a été volée à cette époque troublante. Ensuite, nous avons le bison d'Europe, alors à ne pas confondre avec son cousin américain, hein, qui est beaucoup plus gros, qui a des cornes plus petites. Le bison d'Europe, lui, fréquente plus les forêts. Hein. C'est pas un animal de milieu ouvert, il aime aussi les forêts. Donc lui aussi, il va subir une pression de la chasse, et puis surtout une occupation du territoire. Donc le bison d'Europe, lui, par disparaît plus tardivement. Apparemment, ce serait le XVIIe siècle qui disparaît. D'ailleurs, j'ai appris il n'y a pas très longtemps, il y a 2 semaines, là, qu'il y a un projet comme quoi il voudrait réintroduire des bisons d'Europe semi-liberté en Meuse. Donc pourquoi pas, ce serait un magnifique projet de voir cet animal revenir en Lorraine. Et je vais terminer par l'élan. Alors, l'élan, c'est un animal souvent qu'on imagine dans les pays du Nord, en Norvège, Suède, Finlande. Pas du tout, hein, c'est un animal qui était présent dans l'Europe continentale. Donc en fait, dès le néolithique, il va commencer à disparaître. Alors pourquoi ? Tout simplement à cause de l'agriculture. Les hommes vont notamment prendre les milieux humides. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que l'élan c'est un animal typique des milieux humides. C'est pour ça qu'il a des grandes pattes en fait et tout. Donc en fait, c'est un animal qui dépend des tourbières et puis d'autres milieux humides. Donc la destruction de ces milieux vont amener à sa perte. D'ailleurs, si on prend le cas local, comme Saint-Dié-des-Vosges, entre le massif de la Bure et le massif de la Madeleine, avant c'était une grande forêt alluviale. D'ailleurs, Saint-Dié est construite sur un marécage en fait. Et donc c'était vraiment un biotope pour l'élan. Mais bien sûr, tout ça a disparu. Maintenant, il reste quelques vestiges vers un étape. Mais voilà, c'est ce qui va amener la question de l'élan. Donc on a aussi quelques vestiges et notamment quelques fossiles. Donc ici, on a un bois d'élan, voilà, sculpté prenant du trésor de Saint-Arnold de Metz. Donc pareil, l'élan il a été réintroduit en Pologne, ainsi qu'en République tchèque et en Allemagne. Donc du coup, certains naturalistes français espèrent son retour en France, notamment que c'est un animal qui pourrait gérer naturellement les tourbières, puisque d'ailleurs le conservatoire, par exemple, d'espace naturel de Lorraine, qui essaye de réaménager tous ces milieux humides, ce serait bien d'avoir des élans qui travaillent à la place des machines qui abîment le milieu parfois. Et maintenant, je vais terminer sur et demain. Oui, parce que la faune, je vous ai parlé d'animaux qui ont disparu, mais ce qu'il faut savoir, c'est que d'autres animaux sont en danger. Donc, c'est le cas du lynx. Hein. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il ne restait plus que 2 lynx dans les Vosges. Donc, qu'allons-nous faire si on va les laisser vivre, si on va essayer d'en introduire. Il y a aussi le loup qui est de retour depuis 2011, parce qu'on va lui laisser une petite chance d'avoir une petite place. On a aussi le grand tétra qui est toujours en difficulté, il ne faut pas l'oublier. Est-ce qu'on va, pareil, essayer de l'aider à survivre ? Et puis il y a aussi d'autres animaux qu'on n'imaginerait pas, par exemple le hérisson. En 1950, dans les campagnes, là où on trouvait 100 hérissons, aujourd'hui il n'y en a plus que 3. Donc c'est un animal qui est vraiment en train de disparaître, notamment à cause des pesticides, les produits anti-limaces qu'on voit dans le jardin. Donc c'est un auxiliaire formidable pour l'agriculture, donc s'il disparaît, on aura des soucis à se faire. Donc voilà, donc en dehors des animaux parce que pour moi tous les animaux sont utiles, ils ont tous leur place sur la Terre, hein. Ils ont tous une tâche à accomplir. Donc allons-nous laisser faire leur activité ma foi, ce sera à nous et aux élus plus tard d'en décider. Donc voilà, quel avenir on veut, parce qu'on va laisser un super patrimoine historique à nos enfants. Hein. Il y a la belle cathédrale rose de Saint-Dié, mais est-ce qu'on va leur laisser aussi un patrimoine naturel ? Voilà. Merci de m'avoir écouté.